bienvenue sur Donuts and Humans, la chaîne dédiée aux entrepreneurs du changement et aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir Jean-Louis Fréchin, qui est le designer et architecte français, le papa de l'IoT, l'Internet des objets, l'auteur de cet ouvrage que je vous recommande, Le design des choses à l'heure du numérique, et qui est aujourd'hui chroniqueur aussi sur Les Échos et auteur ou host, en tout cas hôte du podcast Le design parmi les gens. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. Est-ce que, pour commencer, tu peux revenir sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené au design, à l'architecture, au design, et puis à l'Internet des objets? C'est assez classique, pas très heureux à l'école, découverte de l'architecture assez tôt, plutôt dans une formation technique, de technicien, et puis à la fin de cette formation qui était un bac, je me suis dit je vais faire architecture, et là ma vie a commencé. Donc j'ai découvert un monde incroyable fait d'art, de technologie, d'économie, de sciences humaines, enfin c'était incroyable, des études extraordinaires, mais un peu long. Et une impatience. Voilà, une impatience, c'est-à-dire que l'architecture ça prend du temps. Et j'ai découvert dans un atelier de l'école qui était Camalaquais aux Beaux-Arts, dans l'atelier bois, la capacité de faire du mobilier. J'ai découvert le design. Et dans l'architecture, j'avais un manque, c'était l'économie. C'est-à-dire faire des stations-service ou des magasins, ça n'intéressait pas tellement mes profs. Et toi, oui. Mais moi, oui, parce qu'il y avait quelques architectes américains, le groupe Best, qui avait fait des magasins incroyables, très drôles. Et je me suis dit, le design, c'est fait pour moi, c'est plus petite échelle, ça va plus vite, il y a plus de technologie. En France, on aime bien le béton. Moi, j'aime bien le métal. Donc, voilà, je suis rentré à l'ENSI. J'ai ensuite passé un an au Portugal dans un institut de recherche informatique qui m'a... Alors là, c'est l'ouverture totale, la bascule, j'imagine. La révolution. Alors, pourquoi le Portugal? Parce qu'ils sont dans l'OTAN. Et donc, les jeunes professeurs portugais ont tous été formés aux États-Unis, alors que nous, on n'était pas dans l'OTAN. Donc, c'était une autre histoire. Puis, les Français ne voulaient pas de moi en stage post-diplôme, alors que les Portugais étaient ravis de m'avoir. Et je suis rentré en France, j'ai créé une agence de design plutôt classique, très outillée, c'est-à-dire on a été les pionniers de l'image de synthèse, etc. Mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était de faire des logiciels, de découvrir la programmation avec des logiciels historiques, etc. Et puis, à force de faire de l'informatique, j'ai rencontré Pierre Reymann de Montparnasse Multimédia qui m'a proposé de le rejoindre. Donc, j'ai participé à l'aventure française des CD-ROM culturels, le CD-ROM du Louvre, très connu, l'aviation, les petits débrouillards, etc. Ce qui m'a permis d'apprendre à faire des interfaces grand public non standards et hors jeu. C'est-à-dire des interfaces pour tout le monde. Et le public des CD-ROM, c'est plutôt des gens qui avaient du temps, donc des retraités, pas forcément férus d'informatique, des lecteurs de Télérama. Donc un public un peu à convaincre. C'est très très intéressant. Et puis, au bout de 7 ans, je me suis dit, le design me manque. Et en fait, j'ai marié, d'où l'histoire de l'Internet des objets, la culture des interfaces du numérique que j'avais apprise à Montparnasse Multimédia, et puis ma culture de designer industriel, en se disant, finalement, les services vont être le moteur des objets, et ça va changer, non pas les choses, mais les manières de les faire, et la manière tout le système économique de rémunération de ces objets. Est-ce que tu peux définir très simplement qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? Quelle est ta vision aujourd'hui? Comment ça a muté de l'Internet des objets à ce qu'on appelle l'Internet de tout aujourd'hui? L'Internet des objets et l'Internet de tout, c'est la même chose. La vision de Mark Weiser, c'est l'Internet of Everything, c'est que tout ce qui n'est pas connecté le sera pour de la maintenance, pour de l'économie, pour de la création de services, et puis parce que la technologie d'aujourd'hui permet de le faire. Technologie, donc miniaturisation, le cloud, surtout la connexion, le réseau. Et mais la grande, donc ça c'est le cadre technique, donc ça permet de la maintenance, ça permet de changer la façon dont on fait de la télévision, mais surtout, les objets ne sont plus régis par des fonctions, mais par des services. C'est-à-dire que le cadre économique du secondaire et du tertiaire fusionne. Alors certains disent il y en a pour créer un quatrième qu'on appelle le quaternaire. C'est-à-dire que les objets deviennent des services. C'est ce qu'on appelle des néo-objets. C'est pas tellement la question de connecter l'Internet des objets, c'est qu'un objet aujourd'hui, sa valeur, elle n'est pas dans la fonction qu'elle donne, elle est
et dans le service associé. Acheter un vélo sans avoir l'entretien qui va avec, bon, alors, ça change complètement le statut de l'objet. Ça ne change pas grand-chose. Il y a toujours des voitures dans la rue. Simplement, leur moteur économique et la manière dont on échange la valeur est totalement bouleversée. Et il semblerait donc qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. Selon l'ouvrage L'enfer numérique de Guillaume Pitron, je ne sais pas si tu l'as lu, il évoque 20 milliards d'objets connectés à travers le monde. Qui dit objets connectés dit data, puisque c'est une collecte d'informations. C'est le but de cet objet, si je comprends bien. Pour certains, oui. Oui, pour certains. Plus consommation énergétique, qui dit data, dit cloud, dit... Alors, est-ce que c'est un raccourci que je fais ? Non, pas du tout. Mais c'est très dense. Il y a deux choses fondamentales. Qui dit service dit effectivement donner. Et pour améliorer et créer des services, et pour être parmi les gens, et pas centré sur les gens, il faut connaître ces données, apprendre à les utiliser pour améliorer la manière dont on fait des choses, ou pour faire des choses différemment. Éric Carrel, que j'admire beaucoup, a une expression que j'aime beaucoup. Les objets connectés qu'il fabrique sont moins bons que les objets médicaux qu'on trouve dans les hôpitaux. Mais lui, tous les jours, il a des informations. Il a beaucoup plus d'informations de l'hôpital. Donc l'hôpital est très profond une fois par an, alors que lui, il a son petit film Super 8 toute l'année. Et à la fin, par la donnée, il a une information complètement différente et qui est ni meilleure ni moins bonne, mais qui est extrêmement complémentaire et intéressante. Donc ça, c'est la donnée. Effectivement, le numérique consomme. Alors, déjà, il consomme de l'électricité, ce qui est bon parce que l'électricité, c'est, disons, l'énergie la plus optimum, la plus transportable, la plus stockable. Et puis, il faut toujours faire une balance entre déplacer une automobile avec 2 personnes pour aller contrôler un tunnel ou un capteur qui, effectivement, consomme 0,001 volts, microvolts, et qui va donner une information. Il faut faire une balance globale. Dans l'absolu, le numérique consomme, mais il faut regarder les parts de marché qu'il prend et considérer que lui, il est toujours électrifié et que un des grands éléments de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de maximiser l'électrification de tout. Tout ce qu'on peut électrifier, il faut l'électrifier. D'accord. Et justement, ma question suivante, c'est j'ai souvent entendu dire en interview qu'il ne fallait pas mélanger design et écologie, que c'était des sujets très séparés. Mais néanmoins, j'imagine que avec l'histoire, la manière dont se passent les choses aujourd'hui, dont on réalise l'imbrication de tout, la réflexion du designer doit quand même évoluer. Comment tu vois les choses ? Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que transformer les designers en spécialistes de l'écologie, et donc avoir des designers qui ne font que de l'écologie, et puis les autres qui n'en feraient pas, c'est totalement ridicule, voire stupide, et très français. L'écologie, ou la maîtrise du milieu dans lequel on évolue, c'est un dû, c'est une obligation. Donc il n'y a pas de débat. Il faut en être, il faut maîtriser tous les processus qu'on convoque, se confronter à des choses qui ne sont pas réglées, comme les bilans carbone, l'analyse du cycle de vie des produits, qui est un grand bazar, c'est pas normalisé. Il y a plein de solutions, il y a plein de logiciels, mais rien n'est standardisé. Il faut se confronter à ça. Ça fait partie de la réflexion du designer, de produire les concepts, de produire les instruments de mesure. Alors, je ne sais pas. Je vais vous raconter une anecdote. Je pense qu'on est sorti du design, mais on a travaillé pour une grande société française pour évaluer le coût de décarbonation de production de gaz de l'air. Ah bon, on est dedans, là. On est en plein dedans. Oui. Et on s'est aperçu que, alors il y a toutes les sociétés qui disaient, oui, on plante des arbres et blablabla, on a des papiers, on fait de la compensation, on s'échange du papier. Tout ça, c'était de la monnaie de singe, et que toutes les normes qui existaient, de la série 14000, n'étaient pas utilisées. Et qu'en fait, dans la décarbonation de production de gaz de l'air, c'est notamment essentiellement centré sur l'énergie, personne n'utilisait les normes un peu coercitives qui sont là depuis des années, très bien faites, vive l'Europe, etc. Et nous, designers, on a mis le nez là-dedans, on a fait certifier le processus par le biais d'un logiciel qu'on a créé qui permet de certifier que l'azote ou l'oxygène qu'on achète à un instant T, il est bien décarboné, il est produit là avec tel type d'énergie, il a été acheté de telle manière, etc., etc. On a un peu bousculé les codes, mais c'est facile parce que le design, comme il n'est pas spécialiste
de la technique, de l'énergie, mais il est dans plein d'endroits parce qu'il est là pour faire des synthèses. Alors, on a des points de vue qui tout à coup se disent, mais voilà. Et de ce projet-là, aujourd'hui, on continue à travailler avec la personne avec qui on travaille a créé une entreprise, et aujourd'hui on est dans l'hydrogène, sur le même problème, pour utiliser l'hydrogène, non pas pour faire la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais pour mettre l'hydrogène dans tous les secteurs où on ne pourra pas utiliser l'électricité. Je vois une évolution de ton métier juste incroyable. Alors je vois ton enthousiasme aussi. Ça a l'air assez dingue en fait. Je ne sais plus si on est designer, mais en tout cas, nous, ce qu'on aime bien, c'est ouvrir des portes. Je dis souvent, le design, on me dit, le design, c'est quoi? Je dis, le design, c'est apprendre à devenir spécialiste de domaines qu'on ne connaît pas. Et en essayant d'apporter le point de vue du design, c'est-à-dire une synthèse rationnelle, on est français, et sensible, c'est-à-dire la sensible, c'est pas qu'on va mettre de la poésie partout, mais c'est qu'on a de l'imagination, et donc on voit loin. Quand mes amis ingénieurs que j'admire, c'est un des grands regrets de ma vie de pas l'être, sont plutôt à découper les gros problèmes en petites choses, et des fois ils perdent un peu le sens de où on doit aller, c'est-à-dire de la vision et de l'imagination, ce qui est bien le domaine du design. Et comme on n'a plus d'industrie en France, mais on a des grands champions dans l'énergie, on travaille là où on nous demande de travailler, sur des questions compliquées, nouvelles. Oui, ouvrir des portes, c'est vraiment ce qu'on préfère. Oui, le design, en fait, c'est appliquer partout, il y a une pensée complexe, il y a des nœuds, en fait, de complexité. Voilà. Alors, l'hyper-intelligence, l'hyper-rationalité de la science et de l'ingénieur peut répondre parfois, souvent, mais la vision, entre guillemets, de l'artiste qui fait des synthèses un peu différentes, comme un cuisinier, quand il fait la cuisine, il ne fait pas des recettes de chimie. Non, il fait de la cuisine qui nous alimente, mais qui nous subjugue aussi. Bon, le design, c'est cette vision complémentaire. Pour les Italiens, à la Renaissance, il n'y avait pas de problème. Les ingénieurs étaient designers et architectes, et le mot disegno voulait tout dire. Comment ça marche et ce que ça évoque à l'âme. Donc, oui, en fait, c'est l'ingénieur le plus complet possible, qui sait à la fois dessiner, concevoir. C'est Léonard de Vinci, en fait, le designer des designers. Je touche un point sensible. Non, mais c'est d'une prétention absolue. Aujourd'hui, Léonard de Vinci, c'est plutôt plusieurs personnes. Nous, on sait aussi s'interfacer avec des gens extraordinaires, très différents de nous, pour faire de la transdisciplinarité, c'est-à-dire faire que 1 plus 1 égale 3, 4 ou 5. C'est ça le but. C'est pour ça, Léonard de Vinci, c'était une personne unique, je ne prétendrai certainement pas l'être. Par contre, à plusieurs... on est tous uniques, hein, chacun a son mesure. Non, mais certainement, mais à plusieurs... Et en apprenant à travailler à plusieurs, et les architectes, les designers savent créer des équipes ad hoc, de circonstances très efficaces, on arrive à faire des choses assez incroyables. Alors moi, j'accompagne beaucoup de startups, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot design, il est assez galvaudé, c'est dans le sens où l'UX ou l'UI, tu vois, l'user a pris le pas sur ce qu'on a vraiment la définition des méthodes... donc tu évoquais avec les sciences humaines, la sociologie des usages, etc. C'est ton point de vue aussi, ou c'est vraiment rien à voir? Non, mais alors, c'est vraiment mon point de vue, c'est même un peu l'objet de mon livre, c'est le drame de ma vie. En 98, j'ai créé l'atelier de design numérique à l'ENSI, où on a inventé, suite à l'expérience de Montparnasse Multimédia, la manière de faire des interfaces et des logiciels, des services, des produits numériques, des objets connectés, dans une manière très européenne, et parce que je suis français, très française. L'ENSI, c'est une école incroyable, et donc on a inventé... École nationale supérieure de création industrielle. Donc on a inventé finalement la manière de faire du numérique telle que le design pouvait le faire. On a quelque part posé les bases d'un Bauhaus du numérique en 98, ce qui était un peu en avance de phase. Aujourd'hui, quand on voit les banques, quand on voit le marché, on a des gens qui s'appellent designers, qui sont formés en 15 jours à 2 mois, qui font de l'UX/UI, qui prétendent connaître les gens, centrer les gens. Moi, pour ça, je préfère dire parmi les gens. En caricaturant, si tu l'as cité, la sociologie, en faisant des personas, des petites choses comme ça. Oui, c'est ça. Et à la fin, je vois des annonces sur LinkedIn. Non, mais moi, je cherche des designers. J'ai pas besoin de gens qui ont de la passion, parce que pour faire de l'UX et résoudre le problème de gens, il n'y a pas... En fait, voilà, il y a un problème de RH. Les Américains, quand le web a été créé, il fallait résoudre très vite. Il fallait passer de ça marche à on peut vendre des choses. Et donc, ils se sont dit, ces méthodes, elles sont super rapides. Elles sont pas très bonnes, mais on s'en fout. Les méthodes de Lean Startup, etc. Voilà, les consultants qui les ont vendus avaient des concepts absolument délirants. Vaut mieux des mauvaises études que pas d'études du tout. Bon, bref. Et finalement, c'est complètement cohérent avec le design consumériste de l'après-guerre américain, c'est-à-dire l'important, c'est de vendre.
Quand pour les Européens, l'important c'est de faire des produits, et puis en récompense, on gagne de l'argent, ce qui n'est pas exactement pareil. C'est pas le même point de vue. C'est pas exactement pareil. Alors, donc toi, tu dis que le design devrait être au cœur des préoccupations des entrepreneurs. C'est aussi fort que ça. Mais alors déjà, comment s'y prendre alors? Le monde des jeunes entreprises, des startups, il n'y a pas eu à la convaincre sur le design. Grâce à Henri Sédou de Parrot, grâce à Eric Carrel de WeThings, qui eux étaient convaincus, ont fait du design tout de suite. Bon, les jeunes les ont un peu regardés, et puis, ou Captain Train, qui ne sont pas designers, enfin, la start-up la plus incroyable, Glio, il est exceptionnel, et a tout compris. Bon, c'est un peu donné le là aux autres, et aujourd'hui, la plupart de mes clients, c'est des start-up. C'est plus facile de parler à des start-up qu'à des grands groupes. Mais ils voient le design souvent comme une fonction, et pas comme une vision stratégique de son produit, parce que un entrepreneur, il a le syndrome Gepetto, c'est-à-dire que son produit, son service, bébé. Son app, c'est Pinocchio, donc c'est dur de rentrer entre le papa et la petite marionnette. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qui il faut ça passe par des discussions, des échanges. On a là un client extraordinaire qui est un grand start-up français, il a sa deuxième boîte, enfin sa troisième, mais il fait une batterie révolutionnaire, écologique, qu'on peut recycler, enfin, qui règle un des problèmes dramatiques de la société de mobilité électrique. On discute avec lui, il a une vision très forte, très, très radicale, il veut vraiment quelque chose qui... Mais nous, on lui amène... Enfin, on a voilà, c'est une relation, et on est là pour, je dis souvent, la relation qu'on a avec les start-upers, c'est un peu comme c'est une sage-femme, c'est-à-dire qu'on est là pour accoucher son bébé, c'est son produit, c'est sa vision, mais nous, les Pinocchio, on sait les sculpter, on sait les faire, et donc on est là pour, non pas leur dire ce qu'il faut faire, mais vraiment pour les aider. Les accompagner. Et j'aime bien l'idée de maïotique, la figure de la sage-femme, qui vient aider à transformer le rêve en une réalité. Et qui va l'emmailloter. Voilà, mais vraiment, c'est vraiment ça notre rôle. Et c'est ce qu'on adore. C'est pour ça qu'on est un peu moins designer et peut-être un peu plus accompagnement stratégique, avec la capacité, toujours, comme je le dis, au départ avoir la tête dans les étoiles, et puis très vite avoir les pieds dans la boue et les problèmes pour arriver à du concret. Ça, c'est notre force par rapport à certains grands cabinets de conseil américains qui adorent coller des post-it. C'est qu'à la fin, il n'y a que des post-it. Nous, il y a un produit, qui fonctionne. D'accord. Et là, on est au tout début, aux prémices de ce qu'on appelle le Web.3. Il y a eu le Web.1, le Web.2. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que tu peux définir Web.1, Web.2, Web.3? Et qu'est-ce que de ton point de vue ça va changer, du point de vue de ton métier et du point de vue de la société et des usages? Alors le web, la première époque du web, c'est le web de documentation. C'est le web le web, il est né pour remplacer les polycopiés du CERN. Hein. Donc c'est vraiment le web de la documentation. Les ordi que ce qu'on attend entre eux aussi. Ça, c'est oui, mais alors ça, c'est l'Internet. Les Internets entre eux, le web, c'est mettre des documents en ligne et les consulter. Le Web 2, c'est le web de l'interaction et le web applicatif. C'est-à-dire qu'on peut interagir entre nous et faire des choses. On peut mettre des photos, faire des collections, faire du montage vidéo. Les plateformes, les réseaux sociaux, les créateurs. Toute cette histoire du Web 2, Facebook, on est peut-être... Bon, le pire exemple, mais il y a le pire. Le pire, mais Flickr, par exemple, a été extraordinaire pour la photo numérique et a même aidé les vendeurs d'appareils photo. Le Web 3, c'est comme toujours, alors c'est des noms marketing, ça ne veut rien dire, mais c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est premièrement les tiers de confiance automatisés. C'est-à-dire que le problème du numérique, c'est que des occurrences qu'on peut copier, on a du mal à voir les sources, on peut remplacer un site web par un autre, on ne voit rien. Donc c'est avec les blockchains, c'est vraiment le tiers de confiance automatisé. Donc c'est plus des confiances humaines, c'est des confiances automatiques. Et ça, pour moi, c'est la base, parce que ça change tout, ça change les échanges, des métiers de graphistes, d'artistes. Parce que chacun peut être valorisé et rémunéré. Voilà, et puis tout à coup, ce qui manquait au système, on a au cœur de l'ensemble. Bon, alors les crypto-monnaies, c'est qu'un avatar des blockchains, donc c'est pas très, enfin c'est important, on peut certifier des choses, à un moment, il faut les payer, donc, mais bon, c'est plus spéculatif qu'intéressant. Tu définissais l'ancienne ère numérique à une pyramide
fermé, une ère numérique que tu disais qui doit se calquer sur un Internet, un monde plus ouvert, plus horizontal, plus décentralisé. Là, on y va avec le Web 1.3 encore plus, non ? Oui, pour le dire autrement, il y a une figure que j'aime bien, c'est la place du marché à la française. Parce que la place du marché, c'est un peu le bazar. Donc c'est le modèle d'innovation du bazar, foisonnant. Mais il y a quand même un ordre, parce que Haussmann, il a un peu réglé les trucs. Donc c'est le bazar, mais un peu organisé. Et je pense que ça, c'est vraiment la vision de l'Internet. C'est-à-dire que l'organiser, c'est la politique. On doit un peu réguler les choses, sinon c'est totalement sauvage, monopolistique, où on arrive à la situation des GAFA. Mais il faut laisser de l'ouverture, alors que ça soit brevet, que ça soit l'open source, que ça soit de favoriser l'inconnu, l'expérimentation, l'improvisation, etc., pour vraiment innover. Mais c'est encore une fois l'histoire d'innovation, l'histoire des choses. C'était la même chose un peu à l'époque de la Renaissance. Et le web reporte un petit peu ça. C'est pas très original de le dire, mais oui, j'y crois profondément. Qui dit multiplication des objets connectés, des objets intelligents, dit aussi qu'on multiplie aussi le réservoir d'objets à obsolescence programmée. C'est un vaste sujet qu'on n'a pas fini de combattre. Toi, tu as été un ardent défenseur des Fab Labs. Et aujourd'hui, on voit différentes... donc Fab Lab, c'est un terme anglais, mais ce sont ces lieux, ces tiers-lieux où les gens peuvent venir réparer ensemble, démonter, etc. Il y a une phrase qui me revient en tête du livre de Pitron, c'est que la créativité, une part substantielle de la créativité des futures générations ne sera plus occupée à donner vie à des objets révolutionnaires, mais à pérenniser tout ce qui existe déjà. Est-ce que tu es en ligne avec ça ? La plupart des objets sont réparables. Les objets numériques, électroniques sont peu réparables. Je me bats pour sauver un Leica de mon grand-père dont l'optique a le cancer de ces époques-là. Bon, bref, je vais y arriver. Le truc, il date de 57. Pas de problème. Je suis un fou du vélo. On est en train de faire un vélo moderne, mais je collectionne les vélos anciens. Je répare tout, je trouve toutes les pièces. Et donc, je suis très à l'aise avec la réparabilité des objets. Et j'aime bien les objets qu'on peut réparer pour plein de raisons. Pour des raisons philosophiques, c'est les objets qu'on peut réparer, on peut les aimer. Oui, c'est ça, s'il y a de l'affectif dans les objets. Parce qu'on peut les adopter, on ne les possède pas, on vit avec eux, on les entretient. On les transmet souvent. Et on les transmet. Mon père m'a donné officiellement son vélo. C'est quelque chose. Alors, je n'ai pas osé le toucher, le réparer, le repeindre, etc. Laissé dans le jus. Ouais. Et souvent, dans le numérique, il y a ce problème. Alors, il y a des capacités, il y a des possibilités de faire soi-même des choses numériques. Il y a des possibilités de réparer en partie certaines choses numériques. Je reviens au Mac, c'est ce que je connais mieux, mais changer un condensateur, des choses comme ça, on le fait, on s'amuse. Le problème des Fab Labs, et c'est un problème essentiellement français, c'est qu'on a confondu la réalité de ce qu'on peut y faire avec un combat politique au peuple, les outils de production, et grosso modo, on n'y fait pas grand-chose. Et les Fab Labs, c'est une des grandes déceptions de ma vie. L'école que j'ai faite, l'École nationale supérieure de création industrielle, s'appelle Les Ateliers. Il y a des machines en bas. On met les mains dedans. Et la table à dessin en haut, c'est-à-dire qu'on conçoit d'abord dans l'atelier et on va ensuite théoriser sur la planche à dessin. C'est le pouvoir d'action, on appelle ça à l'agence. Et il y a quelques Fab Labs qui marchent bien, comme Artilec à Toulouse, c'est un scientifique qui l'a créé, mais globalement, il discute beaucoup de la gouvernance, du chef, du truc. Il faut que ça soit open source. Il ne se pose pas la question pourquoi. C'est une vision positive du futur ? Essentiellement positive ? Alors, je suis comme tous les optimistes, je suis un pessimiste qui se soigne. Il y a une chose qui m'inquiète et sur laquelle je suis vraiment inquiet, c'est la cohésion sociale. C'est-à-dire, c'est la question... c'est pas être français, tout ça. Je sais ce qu'être français. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question d'identité. C'est pourquoi nous ne nous aimons plus. Parce que c'est ça la question. Et je connais bien certains pays comme l'Italie ou le Portugal. C'est incroyable. Le Portugal, la cohésion sociale de ce peuple, c'est admirable. Et j'ai connu... je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu un pays dans lequel les gens s'aimaient, n'étaient pas toujours d'accord, discutaient. Enfin, il y avait la raison critique française où il y avait les palabres, mais ça fait partie de notre culture. Là, c'est vraiment devenu préoccupant. Et des fois, il faut mettre un peu ses convictions de côté
pour essayer de faire du lien et de donner le sourire aux gens plutôt que de vouloir avoir raison à tout prix. Mais moi, je suis un optimiste. Enfin, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Louis. C'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir suivi Donuts and Humans. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous suivre en cliquant sur la petite cloche, en likant. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, sur @DonutsandHumans sur Instagram et sur la page LinkedIn. Merci beaucoup à toutes les équipes de Big Success. Merci à Top Talents. Merci à Rodolphe, William et Orlan qui est derrière la caméra. Merci à By Charlot qui nous a prêté toutes ces jolies fleurs. Et merci aussi à Réunis, à mes amis de Réunis qui m'ont prêté cette magnifique chemise que vous pouvez acheter en précommande sur leur site. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.